C'est une terrible catastrophe aérienne qui a eu lieu ce matin à l'aube. Un Boeing 737 affrété par plusieurs tours opérateurs français s'est abîmé en mer peu après son décollage de Sharm el-Sheikh en Égypte. Il transportait 148 personnes, dont 133 touristes français. Il n'y a aucun survivant. Madame, Monsieur, bonsoir. Le vol 604 de la compagnie égyptienne Flasher a disparu des écrans radars de la tour de contrôle sans que les pilotes aient lancé le moindre message de détresse. Peu après son décollage à 4h44 heure locale de Sharm el-Sheikh. Selon les autorités égyptiennes, il s'agit d'un accident dû à une panne technique. L'hypothèse d'une explosion est écartée, mais dans le climat actuel de tension et de menaces terroristes, le gouvernement français reste très prudent. Le récit de Bernard Lebrun. D'abord, les objets personnels, parce que les plus légers remontent à la surface. Puis les moins lourds des éléments de l'avion, tels cette petite trappe de secours, sont repêchés sur les flots endeuillés de la mer Rouge. Nous sommes à une dizaine de kilomètres des plages de Sharm el-Sheikh, zone du crash du vol 604 de la Flash Airlines. Toute la journée, la marine égyptienne, aidée de marins italiens, a privilégié la recherche des corps des 148 victimes, ainsi que celle des boîtes noires de l'appareil. Opération fort difficile, l'avion reposant à 160 mètres de profondeur. Le voici l'avion en question, un Boeing 737 plutôt récent de 1993. Arrivant d'Italie, il s'est posé ce matin à Sharm el-Sheikh, il était 3h30, heure locale. Une heure plus tard, avec à son bord 133 passagers français au terme de leurs vacances, clients des agences Fram et Jet Tour, mais aussi une touriste japonaise et marocaine accompagnée des 13 membres de l'équipage égyptien, le Boeing 737 de ce type redécolle. Après quelques minutes de vol, l'avion, pour des raisons inexpliquées, entame un demi-tour et c'est alors qu'à 4h44, il disparaît des écrans radars. Ce matin, à environ 5h moins le quart, 5h, on a entendu une énorme explosion. Toutes les vitres de l'hôtel ici, qui est situé à 20 km de l'aéroport, ont bougé. Et ce n'est qu'après qu'on a appris, vers 7h du matin, on a appris qu'un avion s'était écrasé à une dizaine de kilomètres d'ici. En France, de l'aéroport de Roissy, le ministre des Transports s'exprime dès 13h, penchant prudemment, comme les autorités égyptiennes, pour la thèse de l'accident. Tout ceci demande vérification et ce ne sera évidemment que la boîte noire ou les boîtes noires analysées par les spécialistes qui nous donneront effectivement les vraies sources de cet accident. Au Caire, au siège de la compagnie, les familles des membres de l'équipage viennent aux nouvelles. Seul communiqué de la Flash Airlines, compagnie privée de charter, ces chiffres approximatifs sur les origines des passagers. Ce soir, les autorités italiennes ont confirmé que le Boeing en question avait effectué 4 vols Égypte-Italie dans la journée de vendredi. Pour autant, cette intense activité ne peut expliquer à elle seule les raisons du crash de ce matin. Les autorités égyptiennes ont déjà organisé les recherches pour retrouver les corps de certains passagers et les débris de l'appareil, mais c'est un travail bien difficile dans cette zone où les fonds parfois atteignent jusqu'à 1100 mètres. En duplex avec nous, Amédi Sami, membre du centre de sauvetage en mer de Sharm el-Sheikh. Alors, bonsoir, pouvez-vous nous dire comment vous avez organisé votre travail? Vous avez beaucoup de volontaires qui sont spontanément proposés. Bonsoir. Ce matin, en fait, on a été appelé au coup des 5 heures. On s'est lancé immédiatement sur l'emplacement présumé en fait du bateau, de l'avion, excusez-moi. On est arrivé sur place à peu près une demi-heure après l'information. On a retrouvé bien évidemment des traces des bateaux, etc., de l'avion. Nous avons immédiatement reçu l'aide de la Marine nationale avec 6 ou 7 navires. Il y avait des hélicoptères, il y avait 2 avions. La communauté de la plongée sous-marine ici à Sharm el-Sheikh a envoyé une quinzaine de bateaux avec des volontaires en plongée sous-marine. Et nous avons, je dirais, travaillé jusqu'au coucher du soleil à récolter tout l'ensemble des débris qui pourraient donner des indications quant à pourquoi ceci s'est passé. Est-ce que vous avez quelques éléments qui vous permettent d'ores et déjà de savoir où se trouve à peu près l'appareil, s'il est en partie intact ou s'il a été totalement explosé, pulvérisé au moment de l'impact avec l'eau? Nous savons précisément où se trouve l'appareil, à savoir la zone d'impact et l'étendue des débris. Les seules pièces du fuselage qui ont été repêchées sont les ailes.
des parties des ailes. Donc nous imaginons qu'il puisse encore se trouver au fond de la mer dans cet endroit des pièces du fuselage, je suppose, oui. Le fond atteint combien? Combien il faut descendre pour récupérer ces pièces? Vu l'étendue de la surface, nous parlons peut-être entre 150 mètres jusqu'à des fonds d'au-delà de 1000 mètres. Donc il faudrait des équipements assez spéciaux pour localiser d'abord les débris et puis d'envoyer des équipements pour les retrouver. Et Amélie Samy, est-ce que pour l'heure vous avez retrouvé des débris, des éléments de corps, des rescapés? Il y a des traces de tout, malheureusement, et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de survivants à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'il puisse y en avoir, vu l'état des débris. Demain matin à l'aube, nous nous lançons immédiatement de nouveau. À l'heure actuelle, il y a 2 navires de la marine égyptienne qui sont basés sur l'emplacement même. Merci beaucoup Amélie Samy. Je rappelle que vous êtes responsable du centre de sauvetage en mer de Sharm el-Sheikh. À Roissy ce matin, on devait atterrir l'avion. Les familles ont été prises en charge et regroupées dans un hôtel de l'aéroport avant même que la nouvelle officielle de l'accident ne soit annoncée. Reportage Dorothée Cochard et Marc de Langman. Terminal 3 de Roissy ce matin. Le vol Flash Air 604 en provenance de Sharm el-Sheikh aurait dû atterrir il y a plus d'1 heure. Donc je pense que vous êtes les passagers qui attendaient des gens venant d'Égypte de Sharm el-Sheikh. Finalement, un homme s'avance pour dire aux familles de le suivre dans un bus affrété juste à côté. Les familles ne savent pas encore que le vol Flash Air 604 s'est écrasé ce matin en mer Rouge et qu'il n'y a pas de survivants. Une équipe médicale vient à la rencontre de ceux qui n'auraient pas entendu l'annonce. Ce couple est dans la confusion. Ils ne connaissaient pas le numéro de vol exact. Pendant ce temps, les premières familles sont dirigées vers l'hôtel Ibis de Roissy. C'est ici qu'ils apprennent si le passager qu'ils attendaient est ou non sur la liste des victimes. Cette femme venait chercher sa fille, partie 8 jours en vacances avec son fiancé. Tout ce que je peux dire, j'ai visité la liste des victimes, ils ne sont pas là-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ça me rassure, mais enfin pas 100%. Certains viendront même jusqu'à 5 fois vérifier que le nom de leurs parents n'est pas sur la liste. D'autres n'ont pas cette chance. Cet homme vient d'apprendre qu'il a perdu sa tante. Elle a bien pris ce vol-là à 6 heures. Elle m'a appelé 2 heures avant le vol. Je devais venir la récupérer juste 2 heures avant le vol et voilà quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des gens, on est là, c'est bon, on est bien pris en charge. Mais... Pour aider les plus choqués, 2 médecins, 4 infirmières et 2 psychiatres, dont la première des tâches est de répondre aux questions des familles. Toujours les mêmes. Peut-on voir le corps? À quel moment verra-t-on le corps? Comment ça s'est passé? Sur cette question, nous ne pouvons pas répondre. Demain, après-demain au plus tard, un avion sera affrété par Air France pour emmener les familles qui le désirent se recueillir sur les lieux du drame. Et nous retrouvons en direct à Roissy Dorothée Cochard. Dorothée, bonsoir. Vous l'avez dit, près de 60 personnes ont été accueillies tout au long de la journée dans la cellule de soutien aux familles, mais cette cellule a été fermée finalement. Oui, elle a été fermée il y a 1 heure et demie à peu près. Maintenant, le suivi psychologique aura lieu par téléphone et certaines familles en ont particulièrement besoin. Je pense notamment à une famille qui est domiciliée à Dijon et dont 11 des membres ont péri dans l'accident. Pour le reste, les familles sont originaires vraiment de toute la France et en l'occurrence, oui, pardonnez-moi. Donc les familles sont originaires vraiment de toute la France et elles vont devoir faire un travail de deuil. Et se rendre assez rapidement peut-être sur place. Oui, alors ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'elles sont donc, je vous disais, pardonnez-moi, originaires de toute la France. Ceux qui sont ici ce soir présents, ce sont les parents de province qui attendent justement l'avion qui devrait être affrété demain ou après-demain et pour se rendre sur place. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de reconnaître les corps. L'avion gît, comme vous le savez, au fond de la mer Rouge, mais plus simplement de se recueillir. Et le bilan qu'on est en train de me communiquer, le bilan définitif, ce sont 148 victimes, dont 133 françaises.
Merci beaucoup Dorothée Cochard. Vous venez de dire des familles entières sont mortes dans cet accident. C'est ce qu'expliquait aussi ce matin le secrétaire d'État au transport Dominique Bussereau. En Seine-Saint-Denis, 11 personnes d'une même famille ont péri. 6 autres venaient d'un petit village du Calvados. Commentaire Amaury Guibert. Formigny en deuil. Le maire de ce petit village du Calvados et sa famille figurent parmi les disparus du crash du vol FSH 604. Michel Lamy, filmé ici fin décembre 2002, était parti en Égypte avec sa femme Françoise et leurs 3 enfants. C'est des gens qui, comme nous, ont une ferme et méritaient de partir en vacances et avec leurs enfants qui grandissent, et c'était pour eux des moments de bonheur. Un autre village, une autre famille. Après Haut-du-Perche, la maison des Bissons a ses volets clos. Le maire a été prévenu par un avis préfectoral. Jean-Marie Bisson, sa femme et leurs 4 enfants figurent parmi les disparus. Le père avait repris cette exploitation piscicole il y a 12 ans. Il était très apprécié dans le canton. Ils sont effectivement portés disparus, donc 6 personnes. Dans un village de 552 habitants, c'est une catastrophe. Donc nous sommes sous le choc. La plupart des victimes habitaient Paris. Les autres passagers venaient de Normandie, de Loire-Atlantique, de la région de Toulouse et de celle de Grenoble. La France va évidemment participer à l'enquête sur les circonstances de l'accident avec les autorités égyptiennes. Un gendarme et un commissaire de police spécialiste de l'identification des corps vont se rendre sur place. Je vous propose d'écouter le responsable de cette unité. D'une manière générale, pour procéder à l'identification des victimes, on procède à une comparaison des observations qu'on fait sur les cadavres avec les informations qu'on a recueillies auprès des familles, médecins et dentistes traitants des victimes. Alors, il y a plusieurs difficultés. D'abord, en général, les accidents aériens sont relativement destructeurs pour les victimes. Le nombre de victimes constitue la deuxième difficulté, puisque là, on dépasse la centaine de victimes. Et enfin, dans ce type de catastrophe, le fait que l'avion se soit abîmé en mer rendra difficile l'accès aux cadavres. Il sera difficile déjà peut-être de récupérer les victimes. De son côté, le Quai d'Orsay a mis en place une cellule de crise. 4 numéros de téléphone sont accessibles. Le 01 48 64 59 2 fois, le 01 45 50 34 60 et le 08 10 09 86 09. Le 05 62 15 17 50. Mais ces numéros sont souvent saturés et du coup plusieurs familles se sont rendues spontanément au Quai d'Orsay pour tenter d'obtenir des informations. Reportage Agnès Gardet. Une vingtaine de familles, comme celle-ci, s'est rendue directement au Quai d'Orsay aujourd'hui à la recherche d'une information précise. Ceux qui ne se déplacent pas téléphonent. Plus de 5000 appels depuis que la cellule de crise du Quai d'Orsay a été activée ce matin à 8h45. 20 fonctionnaires du ministère se relaient pour répondre aux familles et aux proches angoissés. Éviter de prévenir des voisins ou des amis avant que les parents proches ne soient prévenus. C'est le souci que nous devons avoir. Des agents spécialement formés à ce genre de situation et de stress. Pour l'instant, la chose qu'ils veulent savoir, c'est si oui ou non quelqu'un de ma famille est à bord de cet avion. Et c'est ça qui est le plus terrible, quoi. De tous les âges, il y avait des jeunes enfants, comme des personnes beaucoup plus âgées, des gens qui étaient partis en vacances, tout simplement, en famille. Et donc, il y a tous les âges qui sont représentés. Donner la bonne information aux bonnes personnes, c'est l'enjeu de cette cellule. Or, en milieu d'après-midi, la liste des passagers n'était pas encore clairement établie. Nous nous heurtons à un problème qui est celui de discordance entre les différentes listes, d'une part celle du voyagiste, et qui avait la liste des personnes auxquelles il avait vendu des billets d'avion, celle des autorités aéroportuaires de Sharm el-Sheikh. Bref, tout un travail est en cours pour essayer de trouver justement quelles sont les anomalies et essayer d'avoir une liste consolidée qui soit une liste sûre. La cellule de crise du Quai d'Orsay restera activée une bonne partie de la nuit pour répondre aux appels des familles éparpillées dans toute la France. Des familles qui pourraient dans les heures qui viennent monter à bord d'un avion spécialement affrété par le gouvernement français à destination de l'Égypte. Le président Jacques Chirac a exprimé sa très vive émotion et a pu s'entretenir au téléphone avec son homologue égyptien Hosni Moubarak, qui est arrivé à Sharm el-Sheikh ce matin. De son côté, Jean-Pierre Raffarin s'est rendu à Roissy, de même que 2 de ses ministres, Gilles de Robien et Dominique Bussereau, pour rencontrer les familles. Écoutez-le. Je suis personnellement bouleversé par cette tragédie et l'ensemble de la nation est touché par cet accident dramatique.
Nous ne connaissons pas les circonstances exactes au moment où je vous parle de cet accident, mais nous en connaissons l'extrême cruauté des familles, des enfants venant de vacances et qui, au bout des vacances, rencontrent la mort. Et ici, des familles entières dont les cicatrices sont brûlantes et le resteront. Et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Renaud Muselier, vient d'arriver au Caire, où nous retrouvons Loïc de la Mornay. Loïc, bonsoir, vous êtes donc en direct du Caire. Est-ce que le secrétaire d'État a donné quelques informations sur les pistes à propos de cet accident ? Oui, alors effectivement, Renaud Muselier vient d'arriver à l'aéroport du Caire. Il va repartir sous peu de temps à Sharm el-Sheikh. Il nous a donné cette information, à savoir que pour l'instant, 6 corps ont pu être repêchés, mais des corps dans un très mauvais état. C'est pour l'instant tout ce qui a pu être repêché par les secouristes dans les eaux de la mer Rouge. Sinon, ici au Caire, vous imaginez bien que l'ambiance est très tendue. Il y a beaucoup de touristes français dans les hôtels qui repartent en cette période de fin de vacances scolaires. Ils ont appris la nouvelle parfois très tardivement et effectivement ils sont très choqués. Les Égyptiens que nous avons rencontrés sont très choqués également. Ils ont très peur que nous reparlions du terrorisme, que l'on remonte à nouveau les pays arabes sous un angle qui n'est pas très riant. Et ils ont très peur des conséquences, notamment pour le tourisme sur l'Égypte. Ils ont en mémoire évidemment le sinistre attentat de Luxor en 1997 qui leur avait coûté très cher en matière de tourisme. Loïc, est-ce que vous avez quelques informations sur ce qui va se passer maintenant dans les heures qui viennent et demain? Par exemple, Renaud Muselier se rendra donc à Sharm el-Sheikh. Il y aura une cérémonie peut-être à la mémoire des victimes? Alors il y aura effectivement une cérémonie à la mémoire des victimes. Beaucoup d'autorités vont continuer à se déplacer sur place, même si ce soir la plupart des autorités égyptiennes sont déjà à Sharm el-Sheikh. Ce soir, un autre avion va quitter le Caire, un avion affrété par la compagnie Flash Air, cette compagnie qui a eu un accident. Elle a affrété son deuxième avion pour emmener les familles égyptiennes des victimes de la catastrophe. Il y a 13 victimes égyptiennes, les membres d'équipage de l'avion qui ont péri dans cette catastrophe. Donc cet avion est déjà parti pour emmener les familles égyptiennes et notamment les familles françaises sont attendues à Sharm el-Sheikh demain. Merci Loïc de la Mornay pour toutes ces informations. La thèse officielle est donc pour l'heure celle d'un accident, mais il sera bien difficile de dire ce qui s'est réellement passé au décollage du vol 604. Cette phase étant particulièrement critique et les éléments d'information bien minces pour l'heure tant qu'on n'a pas retrouvé la boîte noire. Les autorités égyptiennes, on vous l'a dit, excluent l'hypothèse d'une explosion. Patrice Pelé. Dès qu'ils sont à bord, pilotes et copilotes préparent soigneusement le décollage, à un moment considéré comme toujours très difficile par tous les équipages. Après avoir mis les gaz à fond, 3 étapes vont se succéder. V1, l'avion s'élance sur la piste. V2, il prend de la vitesse. V3, en termes aéronautiques, c'est la rotation, le décollage. L'avion s'élève alors et prend son cap. Mais ce matin, contrairement à ce qui se passe habituellement après le décollage, le commandant de bord n'a pas appelé la tour. Moins d'une minute après le décollage, on reprend contact soit avec la même fréquence, soit on change de fréquence, une fréquence sol, une fréquence tour, une fréquence d'approche, et il ne devrait pas y avoir d'interruption de communication, ou s'il y a interruption pendant un certain laps de temps, on doit déclencher une alerte. L'avion continue sa route sans envoyer de signal de détresse. Pourtant, 2 minutes plus tard, à 300 mètres d'altitude et à 12 km de son point de départ, il amorce un virage sur l'aile avec, semble-t-il, l'intention de revenir. C'est là qu'il disparaît des écrans radars, peut-être victime de ce qu'on appelle un décrochage, c'est-à-dire une perte de vitesse soudaine. Par exemple, les volets rentrent prématurément, donc on a moins de portance et l'avion s'effondre parce que les volets sont rentrés soit accidentellement, soit par erreur de pilotage. Ce soir, entre attentat terroriste ou incident technique, c'est la seconde hypothèse qui est privilégiée. Le ministre égyptien de l'aviation civile l'a annoncé cet après-midi en expliquant qu'une panne avait entraîné une perte de contrôle. Une version confirmée aussi à Paris. Il semble qu'il ait rencontré des difficultés assez rapidement et l'avion repose actuellement à une profondeur de 160 mètres. Il faudra donc aller fouiller dans les entrailles de la mer pour retrouver les débris mais aussi les 2 boîtes noires de l'avion. Autant d'informations recueillies qui expliqueront peut-être le crash de ce matin. François Granger, bonsoir. Vous êtes pilote et expert en cas d'accident. Alors, est-ce que l'hypothèse d'un incident technique avancé par les Égyptiens vous semble crédible?
Bonsoir. Écoutez, incident technique, c'est un terme qui est générique, qui ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il y a de certain, c'est que cet aéronef a subi une avarie majeure et qui a conduit à sa perte très rapidement après le décollage. Alors, quand vous parlez d'avarie majeure, là aussi, le terme est extrêmement vague. Ça peut être quoi, un sabotage, ou ça peut être tout simplement une panne qui fait qu'effectivement on ne contrôle plus rien dans le cockpit? Quand on dit avarie majeure, c'est très précis. Ça veut dire que c'est une avarie qui dépasse le seuil de contrôle de l'aéronef. Et donc, logiquement, cet aéronef n'étant plus contrôlable, on va directement jusqu'au sol. Le pilote et le copilote n'ont pas lancé d'appel de détresse, n'ont pas contacté la tour de contrôle. Là encore, c'est normal en cas effectivement d'avarie majeure? Prévenir en utilisant la radio, ce n'est pas une priorité, c'est même un petit peu le cadet des soucis d'un pilote et de son commandant de bord. Il s'agit avant toute chose de conserver la navigabilité de l'aéronef, c'est-à-dire d'effectuer les actions de sauvegarde qui permettront à l'équipage de ramener l'aéronef au sol. Dès lors qu'il est sûr que l'aéronef va être ramené au sol, à ce moment-là, il va prévenir à la radio le contrôle aérien de manière à avoir une assistance supplémentaire pour l'atterrissage par l'intermédiaire des pompiers ou des ambulances. Alors, est-ce qu'à contrario, les Égyptiens ne vont pas un peu vite en affirmant d'ores et déjà qu'il ne s'agit pas d'un attentat, mais d'un incident technique? On fait l'amalgame entre attentat et bombe énorme qu'on aurait mis à bord et qui aurait détruit l'appareil en vol. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'une destruction massive en vol de l'appareil, étant donné que la zone de débris est relativement restreinte et que donc cet appareil s'est disloqué en touchant l'eau et pas avant. Mais cela dit, on peut très bien imaginer un sabotage des commandes de vol, des moteurs. Ce sont des hypothèses que l'on ne peut pas exclure aujourd'hui et qui rentrent dans ce terme générique de panne mécanique sans en donner la cause. Merci François Grangier pour ces explications. Je signale que 2 enquêteurs du bureau enquête accident seront également dépêchés sur place en Égypte pour participer à l'enquête. Le principal opérateur de ce vol, le voyagiste français Fram, dont 125 clients se trouvaient à bord, a fait part des éléments dont il disposait cet après-midi lors d'une conférence de presse à Toulouse. Isabelle de Lyon et David Bresse. Beaucoup d'émotions au siège de Fram à Toulouse. C'est la première fois que le voyagiste est confronté à pareille catastrophe. Nous sommes créateurs de joie de vivre et ce retour de vacances est tellement endeuillé qu'aujourd'hui je ne peux qu'être très ému. Aussitôt averti, Fram a cherché à prévenir les familles des victimes. Alors les passagers qui étaient à bord pour notre société sont au nombre de 125 personnes. Ils sont originaires d'un peu partout en France, essentiellement de la région parisienne, de la région de Grenoble, de la région de Normandie, de la Loire-Atlantique. Et lorsqu'on regarde avec émotion et beaucoup de tristesse, on voit qu'il y avait beaucoup de familles. Des familles complètes avec des enfants. Avec des enfants. La société toulousaine achemine chaque année 25 000 touristes en Égypte. Le voyagiste a envoyé un de ses directeurs sur place, même s'il ressent surtout son impuissance face au malheur. La difficulté à établir la liste précise des passagers s'explique en partie par les différents opérateurs qui sont intervenus sur ce vol. L'affrètement des vols charters se fait en effet à travers plusieurs sociétés qui interviennent en cascade. Explication et enquête, Peggy Leroy. Pour l'instant, sincèrement, je ne pourrais pas vous dire si ces personnes sont concernées ou pas. Pas une minute de répit ce matin pour les 2 hôtesses de l'unique agence Fram de Paris. Dès l'ouverture de l'agence, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés, même des gens qui n'ont pas forcément réservé ici, de la France entière, pour savoir si des gens de leur famille étaient sur ce vol. Des membres du personnel en week-end ont été rappelés pour répondre aux inquiétudes des clients. C'est vraiment la mobilisation et on essaye de faire le maximum pour donner le plus d'informations et claires et précises. C'est la première grosse tragédie aérienne vécue par ce voyagiste en 55 ans d'existence. 125 passagers sur 135 avaient acheté leur billet chez Fram. Le crash a eu lieu à bord d'un des appareils de Flash Airlines, une compagnie égyptienne privée. Mais ce n'est pas Fram qui a affrété directement cet avion. Explication.
Flash Airlines a d'abord cédé l'espace de l'appareil à Airmaster, sorte de sous-traitant qui achète des sièges en gros pour obtenir des prix cassés. Airmaster a ensuite revendu des places à Fram et aux 4 autres voyagistes. Pour ces sociétés, passer par un grossiste est bien plus économique que de négocier directement avec Flash Airlines. Le grossiste a une relation particulière avec la compagnie aérienne et de ce fait-ci peut pratiquer des prix cassés. Car il est évident que le prix que nous payons, vous, moi et le tout un chacun, n'a rien à voir avec le prix que peuvent avoir les agences et en même temps les affréteurs. Cet après-midi, le président de Fram a réitéré sa confiance en la compagnie aérienne Flash Airlines qui n'avait jamais eu d'accident jusqu'à présent. Sur place à Sharm el-Sheikh, c'est évidemment le choc. La plupart des touristes qui ont péri venaient d'y passer plusieurs jours pour les fêtes de fin d'année, en famille. L'émotion est très vive et l'atmosphère plutôt lourde. Agnès Varamian. À l'aéroport de Sharm el-Sheikh ce soir, les touristes achèvent leur séjour, rejoignent le terminal aérien direction l'Europe. Les tours opérateurs regroupent les passagers en partance. Dans la station balnéaire, la vie faite de détente semble se poursuivre. Sharm el-Sheikh, à cette saison, attire les foules de touristes. C'est effrayant, dit cette jeune fille. On a vu un avion de secours aujourd'hui, mais on ne savait pas ce que c'était. C'est terrible. 3 hôtels en particulier accueillaient les passagers de l'avion qui s'est crashé. Les hôteliers sont sous le choc. Les gens étaient si heureux de leur séjour. Je suis si désolée, dit ce gérant. Les accidents arrivent, mais c'est si difficile pour moi de perdre 41 amis en une seconde. Je suis effondrée. Toute la journée au large de Sharm el-Sheikh, les sauveteurs ont tenté de récupérer les corps avant de rentrer à la nuit tombée. De ce que j'ai vu, dit celui-là, il n'y a pas de preuve d'un acte de terrorisme. Les recherches reprendront demain, en même temps que s'organiseront les premières cérémonies de deuil sur place. La cité balnéaire de Sharm el-Sheikh, située sur les bords de la mer Rouge, est une ancienne base militaire devenue un lieu touristique très prisé. Le Premier ministre Tony Blair s'y trouve d'ailleurs actuellement en vacances. De nombreux sommets internationaux ont également été organisés dans ce lieu qui est théoriquement extrêmement bien protégé. Anne Guéry. Sharm el-Sheikh, une cité balnéaire sur un site d'exception entre la mer Rouge et le désert du Sinaï. Depuis quelques années, c'est une destination privilégiée pour le tourisme occidental, un haut lieu de la plongée. Les quelques 130 hôtels travaillent tout au long de l'année. Avant tout, Sharm el-Sheikh, c'est un grand marché européen, donc tous les pays, aussi bien l'Angleterre, l'Allemagne, les Scandinaves, les Russes, et particulièrement le samedi et le dimanche, et des grosses rotations d'avions, c'est 60-70 vols par jour à peu près. Un tourisme en développement constant depuis 25 ans, depuis 1978, date à laquelle l'Égypte transforme la base militaire de Sharm el-Sheikh en site touristique. C'est sa situation géographique qui va faire son succès. Coincé entre le désert et la mer, le site peut être facilement sécurisé. Du coup, Sharm el-Sheikh accueille des sommets internationaux et abrite les négociations sur le processus de paix au Proche-Orient. Sharm el-Sheikh offre l'image d'une oasis de paix dans une région minée par la violence. Les tours opérateurs multiplient alors les offres de séjour bon marché grâce à des vols charters en période de fête. Une affluence qui ne s'est pas démentie en cette Saint-Sylvestre 2003. C'était vraiment une période où tous les hôtels étaient complets à 100%. Donc toute la côte du Sinaï était vraiment à 100% d'occupation. En quelques années, Sharm el-Sheikh s'est adapté au tourisme de masse. Les hôtels ont surgi du désert les uns après les autres. Aujourd'hui, certains redoutent déjà que le crash du Boeing 737 ne porte un coup à cette manne touristique. Et nous retrouvons sur place Charles Anderlin. Charles, bonsoir. Alors vous connaissez bien cette ville où plusieurs sommets de chefs d'État se sont tenus. Et c'est vrai que théoriquement la sécurité est maximale. Écoutez, c'est une région qui est effectivement considérée comme très sûre. Des Israéliens viennent par la route depuis la frontière israélienne pour passer ici des vacances. Et d'ailleurs, le Premier ministre britannique, Tony Blair, et sa famille étaient ici ce matin encore et le président Moubarak devait les rejoindre. Quelques éléments sur cette tragédie. D'après ce que l'on sait, effectivement, aucune trace, aucun morceau d'aile
ne portait des traces d'incendie ou d'explosion, donc il s'agirait effectivement d'un accident. Et puis je dois vous dire que le pilote israélien qui nous a amenés jusqu'à la frontière égyptienne est venu ici il y a 4 jours pour apporter des pièces détachées pour un Boeing 737 d'une compagnie ukrainienne qui était en panne. Le réacteur avait aspiré un oiseau. Alors, il y a effectivement des oiseaux ici, ce n'est pas la saison des migrations, mais cela peut être une des raisons et c'est une des hypothèses que l'on soulève. Quelle est l'ambiance dans la ville ce soir, Charles? Écoutez, les rues sont pleines, les touristes ici terminent leurs vacances. On a l'impression que, effectivement, cette tragédie a considérablement réduit la joie qui régnait dans Sharm el-Sheikh, qui, vous l'avez dit, était bondé de touristes venus du monde entier, de France, mais aussi d'Italie, d'Europe et d'Israël. Merci Charles, nous vous retrouverons d'ici la fin de ce journal pour d'autres informations. Les messages de condoléances ont afflué du monde entier. Le pape Jean-Paul II, le secrétaire d'État américain Colin Powell ou le roi Abdallah de Jordanie, les plus hauts responsables européens ont fait part de leur solidarité aux autorités françaises. Il est vrai que cet accident est un des plus meurtriers qui ait frappé la France. Rappel des principaux accidents au décollage dans l'histoire de l'aviation avec Luc Bazizin. Des familles en pleurs, c'était le 31 octobre 1999. Le Boeing d'Egyptair venait de quitter New York avant de s'abîmer en mer. Plus tard, la boîte noire fera entendre une bagarre dans la cabine de pilotage. Selon les Américains, le copilote a précipité volontairement l'avion vers le sol. L'image qui restera marquée dans toutes les mémoires, celle du Concorde en perdition. À plusieurs centaines de mètres des pistes de Roissy, l'avion n'a pas eu le temps de prendre de l'altitude. Le supersonique s'écrase à Gonesse. 113 morts pour la plupart des Allemands. C'était en juillet 2000. En cause, des débris de pneus laissés sur la piste. La même année, en janvier, 2 minutes après son décollage de l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire, un Airbus A310 s'abîme en mer. Il y avait 179 personnes à bord. Miraculeusement, 10 survivants sont retrouvés, certains accrochés à des morceaux de carlingue. L'un d'entre eux a même nagé pendant 4 heures avant de pouvoir rallier la terre. Plus d'un an plus tard, en novembre 2001, un Airbus A300 de la compagnie American Airlines s'élance au-dessus de New York. Il est happé par le sillage de l'avion qui l'avait précédé et s'écrase à son tour dans le quartier habité du Queens. Bilan, 265 morts, dont 5 personnes au sol. Et il y a moins d'un an, cette carcasse calcinée laisse deviner la violence du choc. Le 6 mars 2003, ce Boeing 737 d'Air Algérie s'écrase au décollage à l'aéroport de Tamanrasset. On compte 102 morts, dont 6 touristes français. Un accident dû à la défaillance technique d'un réacteur. La plus grave catastrophe aérienne en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Et il y a 8 jours, à Cotonou, au Bénin, un Boeing 727 n'a pas réussi à prendre son envol. Il a accroché un mur en bout de piste, projetant l'appareil à la mer. 111 morts et 22 rescapés, dont certains ensanglantés au milieu de la foule sur la plage. Mais l'accident le plus meurtrier de l'aviation civile reste la collision en mars 1977 entre 2 Boeing sur l'aéroport de Tenerife, faisant 583 victimes. Et si l'on s'interroge autant sur les circonstances de cet accident, c'est parce qu'il intervient dans un contexte très particulier où la menace terroriste est prise très au sérieux par les services secrets, qu'ils soient américains ou européens. Hier, Nicolas Sarkozy s'est rendu à Roissy. Il a convenu que dans le climat de tension actuel, il valait mieux agir trop vite que trop tard, faisant allusion à la nervosité des services secrets américains. Le FBI a en effet reconnu s'être trompé sur l'identité de certains passagers de vol Air France qui ont été annulés la semaine dernière. British Airways, de son côté, avait suspendu plusieurs vols à destination de Washington et en France. Une quinzaine de Mirage 2000 couvrent actuellement l'espace aérien. Il s'agit du dispositif de défense le plus important au niveau européen. Aurélia Guillemin, Paul de Genève et Édouard Perrin. Après 1 heure de vol en direction de l'Atlantique, l'appareil peut enfin se poser et désarmer. Mission accomplie pour ce Mirage 2000. Chaque jour, comme les 14 autres avions de chasse répartis sur le territoire, il escorte plusieurs avions de ligne en partance pour les États-Unis. Depuis le 22 décembre, on a renforcé les dispositifs. On a été amené à, si vous voulez, activer 6 zones de défense aérienne, 6 bases sur lesquelles viennent se positionner 3 avions à chaque fois, 3 pilotes et une équipe de mécaniciens. Au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, c'est l'ensemble du ciel français qui est sous surveillance.
Mirage, hélicoptères prêts à intervenir, radars civils et militaires, des moyens à la hauteur, dit-on, de la menace terroriste. C'est un peu comme les gendarmes au bord de route, le fait qu'ils patrouillent, qu'ils soient présents, permettent de vérifier que tout se passe normalement. De Londres à Washington, la même prudence est de mise. Aujourd'hui encore, le vol British Airways en partance pour l'Arabie Saoudite est resté cloué au sol, comme ce fut déjà le cas hier. Soit nous avons des informations sur un passager suspect, soit nous avons des menaces spécifiques sur tel ou tel vol. Après 48 heures de blocage, plusieurs avions de British Airways à destination des États-Unis ont tout de même pu reprendre leur vol, mais au sol, rien n'est laissé au hasard. Vérification des bagages, des identités, des chaussures, fouilles répétées des passagers. On expérimente même le nouveau procédé d'identification par reconnaissance des empreintes et des visages. Une technique que les aéroports français prévoient aussi d'inaugurer dès ce début d'année. En France, dans le Pas-de-Calais, une 7e personne est morte de la légionellose et 55 cas sont désormais recensés. Selon des sources concordantes, l'origine de la souche virale proviendrait de l'usine pétrochimique Noroxo, tout proche. Frédéric Vion et Dominique Mas. Dernier moment d'activité à l'usine Noroxo, l'entreprise pétrochimique qui devra demain suspendre sa production et subir une nouvelle série de contrôles. Une deuxième suspension justifiée par la découverte ces dernières semaines de nouveaux cas de légionellose issus probablement de cette usine, une usine qui avait pourtant déjà été désinfectée au cours du mois de décembre. C'est des patients récemment contaminés, donc ce qui nous a fait penser que peut-être Noroxo avait pu, après son arrêt intervenu début décembre, à nouveau contaminer. Donc par précaution, nous avons décidé d'arrêter l'usine pour revérification. Mais c'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, nous travaillons bien entendu sur l'ensemble des autres hypothèses et continuons à chercher sur l'ensemble de la zone. Jusqu'à présent, 55 cas, dont 7 mortels, ont été recensés. Le dernier, un homme de 91 ans ayant été hospitalisé ce matin dans cet hôpital de Hénin-Beaumont, près de Lens. La maladie qui s'attaque aux poumons peut être particulièrement grave chez les personnes âgées. La mortalité, globalement, en général, c'est 10 à 15%. Et donc, ça peut toucher éventuellement des sujets sains, mais c'est quand même relativement rare. Il faudrait une exposition massive. Le plus souvent, ça touche quand même des personnes prédisposées qui ont d'autres retards médicaux. Rappelons cependant que la légionellose ne peut se contracter que directement par inhalation et que les malades, eux, ne sont pas contagieux. À Marseille, 8 personnes de différentes nationalités se sont enfuies la nuit dernière du centre de rétention d'Arinque après avoir creusé un trou dans un mur. Le centre où sont gardées les personnes en situation irrégulière avant d'être reconduites à la frontière est situé dans un hangar sur le port autonome de la ville de Marseille. En Iran, 8 jours après le tremblement de terre qui a ravagé la ville de Bam, une vieille dame de 97 ans, vous la voyez sur ces images, a été extraite vivante par des sauveteurs. Elle était protégée par une armoire qui lui a en quelque sorte servi de cavité et lui a permis de continuer de respirer. Le séisme, selon le bilan toujours provisoire, aurait causé la mort de 30 à 50 000 personnes. Et les équipes de secouristes savent désormais que l'espoir est très mince. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Mathias Illion et Michael Cario avec les sauveteurs algériens. Premiers sauveteurs étrangers arrivés à Bam, ces Algériens seront les derniers à partir. Mais le bulldozer, on va essayer de travailler avec les chiens et on va essayer de faire un déblaiement. En attendant l'arrivée des bœufs. Agda, Mamouni, Saïd, Smouli, 4 groupes. Tous les autres sauveteurs sont partis. Ces hommes de la protection civile algérienne sont les seuls à fouiller encore les décombres. Il y a 6 mois, ils intervenaient à 50 km d'Alger. La terre de Boumerdes venait de trembler. Boumerdes, c'était donc des maisons dures en béton, en ferraille, donc on pouvait percer, faire des galeries, donc retrouver des espaces de survie. C'est ainsi que donc on a pu quand même extraire pas mal de victimes vivantes là-bas. Contrairement à ici où depuis notre premier jour, nous tombons chaque fois sur les victimes décédées. Creuser encore et encore, épuisant et frustrant. Votre travail, il est encore utile aujourd'hui ? Ben, ma foi, utile, non, mais pour remonter un petit peu le moral à ces gens qui disent que nous avons encore des familles, des enfants, des femmes. Donc on est obligé de travailler pour leur rendre un peu espoir, quoi. Rendre espoir, ou tout au moins permettre aux familles de faire leur deuil. Des gravats, ces sauveteurs sortent 3 corps sans vie.
Il ne croit plus à l'existence de rescapés. Le tremblement de terre a fait 25 000 morts à ce jour, 25 000 personnes retrouvées, identifiées et enterrées. Mais pour avoir un bilan définitif, il faudra attendre la fin des recherches. Selon un responsable de l'ONU, il pourrait atteindre 40 000 victimes. En France, c'est la fin des vacances scolaires. La sécurité routière avait prévu l'orange pour les retours des stations de sport d'hiver. De nombreux départs déjà ce matin dans les Alpes. Aux Arcs, reportage Didier Guyot et Jean-Pierre Rivala. Circulation dense et chargée tout au long de la journée autour de Chambéry, Lyon, Beaune et ce soir Paris. De nombreux vacanciers avaient pris ce matin le chemin du retour. Mais les seuls véritables bouchons, c'est dans la vallée de la Tarentaise qu'ils seront signalés. Moutier et Bourg-Saint-Maurice sont deux passages obligés pour tous ceux qui descendent des stations de sport d'hiver. Il faudra 1h30 à 2h pour rejoindre Albertville. C'est normal les vacances, à la fin des vacances alors. Ouais, c'était bien jusque-là, mais maintenant... Mais pour certains, avec une voiture capricieuse, en panne de batterie, Albertville semble encore bien loin. C'est le départ là, c'est la fin des vacances. C'est fini. Mais enfin, ce sera peut-être là l'année prochaine. Hein. La neige, les skieurs l'ont appréciée sur les pistes. Aujourd'hui, il a fallu l'enlever des pare-brises pour cause de départ. Et puis, il y aura la galère des chaînes à installer sans mode d'emploi. Ah, c'est difficile quand même. Mais bon. Les mains froides, sales, c'est pas gagné quoi. Moins 8 degrés aux Arcs ce matin. Il a fallu dégager les voitures et charger tant bien que mal les bagages. Pas de quoi avoir envie de rentrer. Ah non, on n'est pas content de repartir, on serait bien resté. C'était si bien que ça? Très bien. On a eu de la neige, du beau temps, tout ce qu'il fallait. Et maintenant, c'est le boulot? Ah bah oui. C'est pathétique de repartir, mais bon. On s'y fait. Hop là, c'est bon? Demain, ce sera nettoyage du matériel au calme à la maison. Et lundi, c'est promis, on reprend le travail, loin des pistes. C'est aussi la fin d'une intense semaine pour les secours en montagne. À l'Alpe d'Huez, les CRS ont été en alerte pendant toutes les vacances. Entre les accidents sur les pistes et les secours à ceux qui s'aventurent hors des pistes, justement, les interventions sont nombreuses. Reportage Amaury Guibert et Chloé Lecomte. Plein soleil et beaucoup de skieurs sur le domaine. C'est pas une collision, 60 kg, d'accord. Elle était en surf, en ski? En cette période de vacances, les accidents sur les pistes sont le lot quotidien du poste de secours des CRS. Direction les Deux Alpes pour une luxation de la hanche. Seule difficulté, trouver de la place au milieu des pistes et des skieurs. Je peux pas trop venir sur lui parce qu'il est trop loin. Lui. L'hélicoptère peut atterrir et récupérer le blessé. Pas de problème ce jour-là, les conditions sont idéales. Changement de décor. Les pilotes appellent cela un jour blanc, blanc comme les nuages. Beaucoup plus difficile de piloter dans ces conditions, car les repères manquent. On va pas traîner, hein, parce que tu as la neige qui arrive vite. La neige et la nuit. L'objectif, un skieur égaré. Il est habillé en sombre. Je vois quelque chose peut-être à 1h, ouais, vu. Hein, ouais. À midi 10, à midi. Tétanisé par la peur, le jeune homme est bloqué au bord d'une paroi glacée. Impossible d'atterrir, alors un secouriste est treuillé. Vers moi encore de deux. Un sauvetage délicat et voilà comment se termine un hors-piste mal négocié juste à côté des pistes balisées. Ok, Dragon, je suis prêt pour le treuillage. Allez, bah vas-y Patrick. Quelques minutes plus tard, le skieur est remonté dans l'hélicoptère. Ça va être jour blanc plein pot tout à l'heure. Attends, je crois qu'il y a Bernard qui veut dire quelque chose. Un sourire pour le réconforter. Il est bien choqué, quoi, choqué. Ouais, il a dû avoir la trouille. Là. Il a du mal à s'en remettre, le petit gars. Il y avait de la neige et de la glace en dessous. Donc il ne pouvait plus progresser sur ce type de terrain, sinon il allait dévaler la pente jusqu'en bas. Un secours gratuit et l'hélicoptère fera le taxi pour ramener le skieur dans sa station. Fin de l'intervention, encore une pour les skieurs inconscients. Ah oui, ils ont changé de machine. Le domaine skiable, il est très bien entretenu, très bien protégé lorsqu'on parle des pistes, mais tout ce qui est hors piste de proximité, ben, c'est du domaine de montagne en fait. Hein. Donc il faut avoir des connaissances pour y aller. Ça va, France ? Et chaque année, 500 secours en montagne sont menés dans le seul département de l'Isère. En football, la 32e journée de finale de la Coupe de France n'a pas réservé de surprise. Le petit poussé de la compétition, le club amateur nordiste d'Air sur la liste s'est douloureusement fait éliminer par l'Olympique lyonnais. Un score sans appel, 4-0. Mais c'était tout de même une belle journée.
À Marseille, au stade Vélodrome, c'était le grand retour de Fabien Barthez, un retour réussi en Coupe de France face à Strasbourg. Le gardien de but des Bleus a arrêté dans les tirs au but 2 pénaltys et a marqué le but victorieux du club phocéen. Nathanaël de Rinxin. Superstitieux, les Marseillais veulent toucher le crâne du divin chauve. Barthez est de retour au Vélodrome, et quel retour! En attendant de redonner des couleurs au club, face à Strasbourg, Barthez a commencé par mettre un peu de piment dans la partie. Une sortie dont il a le secret, le match est lancé. Mieux, en fin de première mi-temps, l'OM prend l'avantage grâce à Johnny Hecker. Marseille domine, l'histoire aurait dû en rester là, mais Niang égalise à quelques minutes de la fin de la rencontre. Les prolongations ne donnent rien, voilà les tirs au but, et voilà Fabien Barthez. 2 arrêts coup sur coup, 2 exploits décisifs, et comme si cela ne suffisait pas, le nouveau gardien marseillais inscrit lui-même le but de la qualification. Ce soir, si Barthez a permis à l'OM de s'imposer, il a surtout redonné le sourire aux supporters. Et je vous propose de revenir sur le drame qui s'est déroulé ce matin. 133 Français ont trouvé la mort dans l'accident d'un Boeing 737 au décollage de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte. L'avion qui transportait au total 148 personnes s'est abîmé en mer. Il n'y a aucun survivant et les pilotes n'ont eu le temps de lancer aucun message de détresse. L'émotion est très vive en France et dans la communauté internationale qui a manifesté sa solidarité. Florence Bouquilla. Une chaussure de plage, un sac à main de toile. Voilà tout ce qui reste des effets de 148 personnes, dont 133 Français, qui ont péri ce matin dans le crash du Boeing 737 égyptien qui s'est écrasé au large de Sharm el-Sheikh en Égypte. L'avion, un Boeing 737-300 comme celui-ci, appartenait à la compagnie égyptienne privée Flash Airlines. L'appareil a décollé de Sharm el-Sheikh vers 4h30 heure locale pour rejoindre sa destination finale, Paris. Mais quelques minutes plus tard, il a disparu des écrans radars. L'appareil a tenté un demi-tour avant de s'abîmer en mer Rouge, à 15 km au sud de Sharm el-Sheikh. À Roissy-Charles de Gaulle, dès 9h ce matin, des familles attendent le retour de leurs proches. L'angoisse monte. Pour certaines, la nouvelle sera terrible. Rapidement, ces familles sont dirigées vers l'hôtel Ibis de Roissy. C'est là qu'elles apprendront si les passagers qu'elles attendaient figurent ou non sur la liste des victimes. Des psychiatres et psychologues tentent d'atténuer le choc. Certains savent déjà qu'ils ont perdu un proche dans le crash. Elle a bien pris ce vol-là à 6 h. Elle m'a appelé 2 heures avant le vol. Je devais venir la récupérer juste 2 heures avant le vol et voilà quoi. C'est quelqu'un de votre famille ? Depuis ce matin, la cellule de crise installée dans l'urgence au Quai d'Orsay a reçu plus de 5000 appels angoissés. Mais pour le moment, la liste des passagers qui sont réellement montés à bord de l'appareil n'est pas définitive. Demain ou après-demain, les proches des victimes devraient partir à Sharm el-Sheikh dans un avion spécialement affrété par le gouvernement français. Et nous venons de recevoir les toutes dernières images de Sharm el-Sheikh, un reportage de Karine Comadi et Alexandra Renard que je vous propose de suivre maintenant. Le sourire de l'hôtesse est forcé. Comme elle, le personnel de la compagnie égyptaire ne dira pas un mot, mais la tristesse est grande. Même ambiance tendue devant l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Les officiels égyptiens se sont enfermés pour préparer l'arrivée des familles françaises cette nuit ou demain. Seuls les touristes sont autorisés à passer et c'est avec fatalité qu'ils le font. C'est extrêmement pesant, hein, vous pouvez imaginer. Vous avez peur de prendre l'avion ? Vous pensez bien qu'on n'est pas très tranquille. Avec la cohue médiatique, la nervosité est montée encore d'un cran. Les familles qui doivent arriver auront besoin d'un accueil plus digne. Nous retrouvons à nouveau Charles Anderlin en direct de Sharm el-Sheikh. Charles, une journée de deuil sera organisée demain sur place avec l'accueil des familles ? Tout à fait, c'est ce qui est prévu par les autorités égyptiennes. À l'heure actuelle, les quelques corps qui ont été repêchés se trouvent à l'hôpital de Sharm el-Sheikh. D'ailleurs, les familles égyptiennes, les familles de l'équipage égyptien se trouvent déjà à l'hôpital pour tenter de les identifier. Et puis, il y a également un gros problème. Le reste des victimes se trouve apparemment à entre 100 et 1000 mètres de profondeur dans le fuselage de l'appareil. Il faudra amener ici des moyens sous-marins. C'est un gros problème logistique
Donc pour l'instant, effectivement, deuil demain, mais il faut encore parvenir jusqu'à cette épave. Et cela prendra en effet plusieurs jours. Cela risque de prendre plusieurs jours. Il n'y a pas de moyens sous-marins permettant de faire ce genre de travail actuellement dans le secteur. Merci Charles pour ces toutes dernières précisions. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Rioué, 20h55 de l'autre côté du miroir, présenté par Patrick Sébastien. Demain à 13h, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.